Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette dernière édition, oui, déjà de FC Politique du premier semestre 2024. Et pour fêter cette fin d'année, nous avons le plaisir de recevoir celui qui est encore le président du Grand Conseil vaudois pour quelques heures, Laurent Miéville, bonjour. Bonjour. Alors, en votre compagnie, on va revenir sur le bilan de cette année de présidence. Évidemment, en toile de fond, l'on parlera de la politique cantonale vaudoise, des relations entre les communes et le canton et entre l'exécutif et le législatif. Mais on va se remettre tout d'abord dans le bain de cette année de présidence. On revient en septembre dernier puisqu'une grande réception était organisée pour vous en tant que premier citoyen du canton de Vaud. Une chose qui n'était pas arrivée depuis 1936. Ernest Beson était alors le premier citoyen du canton de Vaud. Allez, on y retourne. Alors, j'appelle Laurent Miéville, président du Grand Conseil, ceinture noire de cordon bleu, ceinture bleue de pinot gris, cordon gris de boudin noir, bouton noir du grand fleur jaune, surnommé également l'insurnommable, le roi de la fête, ou encore la star du jour, Laurent Miéville. Il y a 15 ans, je commençais ma vie politique. Motivé à mieux connaître le monde, ma vie d'adoption en allant à la rencontre des actrices et acteurs de sa vie communautaire et politique. Maintenant, on va assister à un grand cortège dans la ville de Nyon, donc emmené par la fanfare municipale qui se prépare juste derrière nous. Et il y aura les milices vaudoises qui participent et ensuite on a toutes les autorités et tous les invités officiels qui vont défiler et qui vont aller jusqu'à la place du château pour assister à la démonstration des milices. Quel est l'objectif de cette cérémonie ? Le but, c'est de fêter le nouveau président du Grand Conseil. On fête cette élection et puis le début de son année présidentielle. Vous savez ce qui se passe ici ? Non, je suis pas très au courant de ce qui se passe. On fête l'élection de Laurent Miéville, le nouveau président du Grand Conseil vaudois, qui est nyonnais. Très bien, vive Nyon alors. Là, vous avez toutes les autorités, les trois pouvoirs, judiciaire, législatif, exécutif. Ils ont tout sorti. J'habite tout près, mais je voulais voir ces beaux costumes, ce beau cortège, oui. C'est important pour vous que les autorités se présentent à la population ? Ah, tout à fait, je trouve que c'est très bien qu'on fasse ça, oui, oui. Vous êtes des gardiens de la tradition, vous tenez la pinte, le café vaudois, et là on est en plein dans les traditions avec ce défilé. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est pour ça qu'on se met là au coin pour les voir défiler dans la ville, parce que je trouve ça juste magique. Et puis justement, c'est des belles traditions qu'il faut garder. Et on est venu admirer tout ça. J'apprécie le spectacle, c'est très très beau, les chevaux sont magnifiques, le char aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Le Grand Conseil, tout d'abord j'y ai siégé pendant plus de 13 ans, donc c'est quelque chose qui me touche. Et puis c'est le premier citoyen du canton, le Grand Conseil c'est le premier pouvoir d'après la Constitution cantonale. Donc c'est un moment important pour notre région de fêter quelqu'un de chez nous qui préside le Grand Conseil. Vous êtes dans le cortège c'est aussi très réglementé. Vous êtes avec les anciens conseillers d'État. Voilà, c'est ça. En démocratie, moi j'ai exercé la fonction de conseiller d'État, chef du département des finances, j'étais président aussi du gouvernement, mais on nous prête une fonction. Mon métier, c'est pas du tout ça. Donc aujourd'hui, quand on n'est plus en charge des affaires, eh bien on rentre dans le rang, mais par contre les titres restent. Et c'est pour ça qu'on est dans le cortège comme ancien magistrat. C'est un honneur, mais c'est aussi une façon de rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent pour le canton et dans toutes les communes. Donc c'est important. C'est important d'être à l'écoute de la population. Puis là, c'est une occasion magique d'être au contact de tout le monde. Voilà, ça fait partie du protocole, ça fait partie des obligations. Pour être franc, c'est pas ce que je préfère. Vraiment un événement chaque année quand on change de président, d'honorer par la présence des milices vaudoises.
Et je suis content que cette année, encore une fois, le président ait choisi de maintenir la tradition. Pourquoi c'est important la tradition en politique? Je crois que la tradition est importante parce qu'elle montre, comme on dit, d'où on vient. Et pour aller de l'avant, il faut savoir d'où on vient. C'est intéressant, surtout pour moi qui suis assez jeune politiquement, de voir comme ça se fête un événement pareil dans le district de Nyon. Donc c'est motivant, inspirant. C'est un grand honneur de me sentir comme ça au centre d'une telle manifestation, honoré et vraiment touché de toute l'attention qu'on me porte aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder au premier tir avec les mousquets. C'est quelque peu bruyant. Je vous enjoue à protéger vos ouïes. Je suis en partie... on va assister à un petit en direct des milices vaudoises. Ah, voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. La mèche. Attention. Ça fait partie de notre histoire, de ce legs qu'on a reçu, qui fait la vie qu'on a aujourd'hui, les villes qu'on a aujourd'hui. Bien, et voilà. Il y a eu un coup de canon là. Oui, les Français vont être contents. Merci beaucoup. Ça surprend toujours, hein, ce coup de canon. Ben voilà, Laurent Miéville, ceinture noire du cordon bleu et député vert libéral. C'était vos premiers pas en tant que président du Grand Conseil vaudois. Premier pas à la rencontre de la population. Quel est votre sentiment à la vue de ce petit retour en arrière? C'est un magnifique souvenir, je dois dire, dans la vie de quelqu'un, de pouvoir être un petit peu au centre d'une telle manifestation, c'est unique. Donc même de l'avoir maintenant, ça me fait toujours très plaisir. Et aussi l'équipe qui a organisé cette manifestation, elle s'est tellement bien entendue et a tellement bien fonctionné que c'était aussi une grande satisfaction de voir que non seulement j'avais du plaisir, mais les gens autour de moi l'avaient aussi. Alors ce qu'on sent, c'est le poids de la tradition. C'est important, la tradition au sein de l'appareil politique. Oui, je pense que c'est un mélange. Moi, j'ai essayé d'apporter de la nouveauté, mais également tout en respectant les traditions. Je pense que c'est très important. Les politiques, en général, doivent être sur la distance et d'avoir une tradition comme celle-ci. C'est toujours aussi de se remémorer l'importance d'avoir une continuité dans la vie politique, tout en étant innovant autant que possible dans les sujets. On peut rester très conservateur dans les traditions. Alors, on va parler des grands dossiers, hein, de ceux traités et ceux à venir, mais en termes de sentiments, quel est le bilan de cette année de présidence ? Alors, une très belle année. Je dois admettre que là, je commençais un peu mon activité. Je n'étais pas très au fait de savoir si ça allait me plaire, si j'allais être à la hauteur. Et quelques mois plus tard, j'arrive à la fin de mon mandat et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Durant toute mon année, les gens me l'ont dit, qu'ils étaient satisfaits de mon travail. Ils étaient également honorés de mes visites. Et pour moi, c'était vraiment une année magnifique. Et je dois admettre que j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir cette fonction, comme l'a dit M. Bourlis, qu'on nous prête pendant une durée assez limitée. Alors, en tant que président du Grand Conseil, vous avez un pouvoir énorme. Expliquez-nous l'importance de l'ordre du jour et de l'établissement de cet ordre du jour. Alors c'est vrai, effectivement, en tant que premier citoyen, ça peut paraître un petit peu pompeux quand on entend ce terme. Et c'est vrai qu'au niveau politique, je dois gérer les débats, mais je n'ai pas vraiment nécessairement, durant les débats, un rôle autre que de passer la parole. Donc là où se trouve le pouvoir du premier citoyen et du président du Grand Conseil, c'est de pouvoir décider de l'ordre du jour qui est agendé chaque semaine les mardis au plénum du Grand Conseil. Et ça veut dire que quelques jours avant ce fameux mardi, j'ai devant moi une liste avec tous les objets qui sont prêts à être traités par le Grand Conseil et c'est moi qui peux choisir lesquels seront traités en priorité. Alors c'est clair que on ne peut pas nécessairement choisir complètement n'importe comment, mais par exemple, je vous donne un exemple. Avant que je sois élu président, je n'étais même pas encore conscient que j'allais passer président du Grand Conseil. En tant que député, j'avais fait passer une résolution qui disait justement que les objectifs et les sujets liés au climat devaient être prioritaires. Et le Grand Conseil l'avait accepté à une immense majorité. Et donc, en tant que président, je pouvais tout à fait légitimement, et c'est ce que j'ai fait, mettre ces objets liés au climat en avant et devant finalement les autres objets, ce qui ont permis de traiter quasiment tous les objets qui sont liés au climat. Là, je termine mon année avec quasiment tous les objets disponibles qui pouvaient être traités par le plénum, qui ont été traités, et parce que j'ai pu les mettre en devant de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on repousse, qu'on n'a pas envie de traiter, ou on se dit que ce n'est pas la priorité du Grand Conseil ? Alors, c'est clair qu'il faut imaginer qu'il y a 250 objets qui sont prêts à être traités. On ne peut pas les traiter si facilement, même en quelques semaines. Il faut plusieurs mois pour pouvoir arriver à tous ces objets. Maintenant, c'est clair que dans mon choix, j'avais toujours aussi une indication du temps que ces objets attendaient.
et qu'à un moment donné, ces objets, on doit les passer, même si c'est des objets qui sont peut-être moins urgents, qui traitent de sujets qui sont peut-être moins importants. Ça reste des objets politiques déposés par des députés qui touchent aussi des sujets qui peuvent être aussi... parfois, c'est des pétitions, des choses comme ça, et il faut les traiter. Donc, je devais aussi tenir compte justement de cet aspect de temps pour ne pas laisser finalement dans les tiroirs trop longtemps des objets qui méritent d'être passés aussi. Mais il y a des objets que vous avez laissé un peu traîner, que vous avez peut-être mis sous le tapis, vous ne vouliez pas aborder? Non, je ne pense pas qu'il y avait vraiment des objets que je ne voulais pas. Par contre, il y avait des objets qui arrivaient comme étant prioritaires et qui avaient tendance à passer un peu devant. Il faut imaginer comme une longue file de voitures, et puis il y a certaines voitures un peu comme l'ambulance ou bien les pompiers qui passent, ceux-là, on peut les mettre un petit peu devant. Ça ne veut pas dire que les voitures qui sont déjà dans la file vont être moins importantes. Elles doivent simplement laisser la place aux objets prioritaires. Alors, parmi les grands dossiers traités, le Pacte Lavaux, qui a occupé des séances du Grand Conseil. Là, alors on est entre la tradition, l'économie, l'écologie, c'est en fait tout ce qui plaît aux députés verts libéral que vous êtes. Oui, je pense que c'est un équilibre à trouver et je pense qu'en tant que président, c'était très intéressant pour moi de mener ces débats parce que c'était des débats qui étaient très particuliers. C'était la première fois dans l'histoire du Grand Conseil qu'une loi lui donnait la possibilité de pouvoir prendre des décisions qui sont des décisions généralement faites par des municipalités, à savoir de décider de l'affectation de certains terrains par rapport à d'autres dans ce fameux Lavaux, qui est par ailleurs protégé par l'UNESCO. Donc il fallait trouver un moyen de respecter finalement les engagements pris auprès de l'UNESCO, c'est-à-dire vraiment de préserver cette magnifique territoire, tout en laissant une marge permettant aux personnes qui y travaillent, les vignerons, et qui y vivent aussi, de pouvoir finalement s'approprier aussi cette région, qu'elle ne soit pas sous une cloche. Et c'est là que la politique finalement se joue, et c'est là qu'il y a eu beaucoup de débats, à savoir jusqu'où on pousse le curseur dans la protection par rapport au curseur dans finalement le soutien aux gens qui travaillent et qui vivent dans cette région. Autre gros dossier traité cette année, évidemment, la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise, la NPIV, où on est enfin arrivé quasiment au bout de ce renouveau. Oui, alors dans la nouvelle version maintenant qui a été finalement validée par le Grand Conseil, c'était un immense travail d'abord de l'exécutif pour trouver finalement lors des négociations un chemin qui puisse être jugé acceptable par une majorité des acteurs en question. Et puis quand c'est arrivé au Grand Conseil, c'est clair qu'on était face à finalement le souhait du Conseil d'État de finalement pas trop changer les choses pour maintenir cette majorité qui a été négociée. Mais c'était quand même un débat assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de lois qui étaient touchées, beaucoup d'articles. Et en tant que président, j'ai dû beaucoup m'investir pour m'assurer que les députés qui suivaient et qui votaient les différents éléments étaient toujours au courant de où on se trouvait, quels étaient les enjeux, et puis de s'assurer qu'à la fin, le Grand Conseil ait eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Alors ça, c'est pour les gros dossiers traités, mais il y a des gros dossiers aussi à venir, notamment des dossiers qui, de nouveau, intéressent le scientifique que vous êtes. C'est notamment sur l'UNIL et ce fameux plan stratégique pluriannuel. Alors là, la question, c'est peut-on politiser une instance telle qu'une université ? Ouais, alors c'est un sujet qui est un petit peu difficile pour moi parce qu'en tant que président, j'ai un devoir de réserve et donc je ne peux pas ni m'exprimer ni influencer les débats. Je dois m'assurer que simplement ces débats se déroulent le mieux possible. Mais c'est vrai que dans ma carrière, j'ai passé de nombreuses années dans des campus universitaires, que ce soit ici en Suisse à l'EPFL, à l'Université de Genève, ensuite à l'étranger à Stanford ou à l'Université de Boston. Donc j'ai une longue expérience de la vie de campus. Et c'est vrai que j'ai une vision qui est plutôt de celle de quelqu'un qui a vécu à l'intérieur de tel campus et qui sait à quel point, pour des étudiantes ou des étudiants, de pouvoir vivre quasiment 24 heures sur 24 avec leurs collègues de différents pays et de voir ces collègues, par exemple, issus de pays qui sont en guerre ou de pays qui sont dans des problèmes géopolitiques, effectivement, ça touche beaucoup plus les étudiants qui ont cette vie de campus que peut-être les personnes qui vont être à l'extérieur et qui vont découvrir ce qui se passe et pas nécessairement comprendre que les étudiants qui s'engagent sont des fois vraiment des gens qui vivent au milieu d'un mélange de différentes nationalités et qui sont sensibles à la souffrance de leurs collègues étudiantes et étudiants. Il faut respecter la libre parole, ça fait partie finalement du processus estudiantin, j'ai envie de dire. Oui, alors je pense que le débat, c'est vraiment où est la frontière entre finalement les missions d'enseignement et de recherche, où les chercheurs, les enseignants doivent finalement être assez
avoir un devoir de réserve, mais ces personnes-là sont aussi des citoyens et ils peuvent s'exprimer. La question, elle est surtout là où il pourrait y avoir une confusion entre le rôle de chercheur et d'enseignant par rapport à celui de citoyen. Et je pense que l'important, c'est de trouver une situation où, pour le public en général, quand quelqu'un s'exprime, il y a une distinction qui soit claire, si cette personne s'exprime en tant que citoyen, comme vous et moi, ou en tant que chercheur ou enseignant. Et je pense que c'est ce point-là qui est un point sensible, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit très clair. Tout comme en politique, quand on s'exprime, il faut aussi pouvoir le faire en étant clair par rapport à quels sont nos intérêts, quel est notre engagement à titre professionnel, pour être sûr que les gens qui nous écoutent savent exactement dans quelle situation on s'exprime. Ouais, tout dépend de la casquette qu'on adopte. On a l'exemple de Jacques Dubochet, qui oui. a pris énormément position, mais à l'issue de sa carrière scientifique. Oui, alors voilà, c'est quelqu'un qui a décidé de s'engager à fond dans des sujets qui lui tiennent à cœur. Je ne pense pas qu'il faut attendre la fin de sa carrière académique pour le faire. Je pense qu'il faut simplement avoir un devoir qui est justement de transparence et de réserve lorsqu'il y a peut-être une confusion possible entre les activités du chercheur et de l'enseignant par rapport à celui du citoyen. Mais je pense qu'on voit dans le passé, dans l'histoire, beaucoup de crises qui ont lieu en Europe, elles ont été parfois... Elles ont débuté finalement dans des universités où les gens se sont révoltés contre des situations qui n'étaient jugées pas acceptables. On parle du mur, l'écroulement du mur de Berlin, et beaucoup d'universités se sont opposées assez rapidement à cette situation. Puis on a vu quelques années plus tard, le mur de Berlin s'écroulait. Donc je pense qu'il est quand même sain de laisser une marge de manœuvre, mais il faut vraiment que ce soit très clair et très transparent dans l'esprit du public, que les gens qui s'expriment le font à titre personnel. Au Grand Conseil, on oscille entre débats très techniques et puis débats de société. C'est par exemple le cas des thérapies de conversion qui vont arriver comme débat. Alors évidemment, les thérapies de conversion, on les appelle aussi thérapies de réorientation sexuelle. C'est considérer l'homosexualité comme une maladie. Franchement, on est en 2024. On considère encore que l'homosexualité, c'est une maladie pour certains. Moi, je pense que le débat, il est surtout... entre deux fronts. Il y a le front de ceux qui aimeraient pouvoir aider à accompagner les gens qui souhaitent changer de genre, par exemple, et ne pas mettre trop de bâtons dans les roues pour ces personnes de pouvoir faire ce chemin. Et puis, une autre partie de l'échiquier qui estime qu'en fait, il faut prendre vraiment le maximum de dispositions pour que les personnes aient vraiment eu l'occasion de pouvoir interagir avec les professionnels de santé, avec la famille, avec les proches. Et donc, on a un débat sur finalement... Certains pourraient avoir des entraves à ce chemin de transition chez une personne, et d'autres qui estiment que c'est tout à fait nécessaire parce que il faut s'assurer que la personne elle ait vraiment pris conscience des enjeux qui sont liés à cette transition. Et je pense que c'est ces fameuses entraves qui sont débattues au Grand Conseil, et c'est là que la polarisation se crée entre ceux qui pensent que si une personne fait ce chemin, elle a vraiment bien réfléchi, puis d'autres qui pensent qu'elle devrait, à des moments bien précis, toujours être encadrée et avoir des discussions avec des professionnels autour d'elle qui puissent potentiellement lui faire changer d'avis. Il y a une autre thématique qui va arriver, c'est évidemment la thématique de la mobilité, avec les votations notamment en novembre sur l'extension des autoroutes. Là aussi, on est en plein dans le débat de société. On marie l'écologie, la mobilité, l'économie. On arrive à créer des majorités au sein du Grand Conseil où chacun tire à vue. Ouais, là, on est dans une polarisation assez forte. D'ailleurs, on voit dans les débats que des camps se sont formés. D'ailleurs, c'est là où à 2 reprises durant mon année présidentielle, j'ai dû finalement faire pencher la balance lors d'un vote. Et un des votes, c'était la fameuse résolution qui souhaitait finalement un petit peu freiner l'initiative visant à créer une 3e voie entre le Vengeron et Nyon. Et donc là, j'ai souhaité, en tant qu'utilisateur régulier de la distance entre Nyon et Genève, que ce soit à vélo, en train ou en voiture, j'estimais qu'il faut vraiment développer chacune de ces voies de communication et qu'on n'a pas actuellement les moyens de pouvoir tout mettre nos œufs de mobilité dans le même panier, et que
de développer l'autoroute, c'est aussi quelque chose d'important, tout en le faisant avec respect et, si possible, en utilisant la troisième voie de secours, qui est une solution pour laquelle j'avais déjà essayé de convaincre un petit peu le Conseil d'État il y a quelques années, de développer ce qu'on voit déjà à Morges, mais de le développer sur toute la distance entre Genève et Lausanne. À ce moment-là, donc, le président vote quand il y a égalité entre les deux camps. On vote partisan, on vote idéologique, on vote, j'allais dire, en son âme et conscience. En son âme et conscience dans mon cas, puisque j'ai voté contre mon parti qui lui-même souhaitait plutôt qu'on soutienne cette résolution un petit peu, qui était contre cette troisième voie. De nouveau, parce que voilà, je suis un habitant de Nyon, je fréquente régulièrement ces moyens de transport, j'adore le train, j'utilise le train chaque fois que je peux, mais je vois aussi à quel point le train est saturé actuellement. Je vois que les projets de développement sont aussi confrontés à des problèmes, et vous le savez, tout le monde le sait, qu'on a beaucoup de problèmes pour pouvoir avancer rapidement. On n'a juste pas les moyens, dans une région telle que la nôtre, de pouvoir tout miser sur le même moyen de transport. Nous devons offrir aussi aux gens la possibilité de pouvoir se déplacer en véhicule individuel. Pour la petite histoire, j'étais il y a 2 jours à la réunion du TCS à Cossonay, à Yverdon, et j'ai pris la parole devant les personnes qui étaient là pour leur dire qu'ils avaient un rôle très important. Justement, on est confronté à des choix, tout le monde est confronté à des choix de mobilité, et pour faire les bons choix, nous avons besoin aussi de gens neutres qui puissent orienter les gens qui souhaitent faire les bons choix. Et pour moi, le TCS est un des organes qui peut aider les gens qui souhaitent prendre des bonnes décisions en termes de mobilité à le faire. Alors, si vous avez voté contre votre parti durant ce vote, j'imagine que ça a dû faire l'objet de discussions dans un endroit qui est un petit peu un lieu privilégié, c'est la buvette du Grand Conseil. Ça là, finalement, on a une discussion décomplexée. Quel est le rôle de cette buvette ? C'est un rôle beaucoup plus important qu'on peut penser. En fait, les débats sont assez finalement cadrés par le président, par les différents objets, par le temps qu'on a à disposition. La buvette est un endroit, en tout cas les mardis, les députés s'y retrouvent, que ce soit à midi ou le soir, où en fait finalement on peut échanger beaucoup plus librement sur toutes sortes de sujets. Et ça, c'est très important. C'est un endroit magnifique. D'ailleurs, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore découvert cette buvette d'y aller. Elle est ouverte, à part les mardis où il y a le Grand Conseil, elle est ouverte tous les jours à midi. Et c'est un endroit, moi je trouve très agréable parce qu'on est un petit peu en hauteur dans la cité, à côté de la cathédrale, à côté du Parlement. Et on a l'occasion de pouvoir interagir avec des gens de tous bords, que ce soit des touristes qui passent là parce qu'ils ont découvert l'endroit, ils le trouvent magnifique. Ce soit la présidente du Conseil d'État qui est présente aussi et qui fait une petite pause. Le président du Grand Conseil est souvent aussi là-bas. Donc tout ce petit monde interagit de manière complètement libre et je trouve que c'est très beau de me voir quand, dans le canton de Vaud, on peut encore avoir ce type d'environnement où tous ces gens se rencontrent d'une manière complètement libre. Au-delà de l'angélisme qu'on peut avoir par rapport à cette buvette, est-ce que c'est finalement pas là que se fait vraiment la politique vaudoise ? Non, je pense pas. Je pense que la politique se fait plutôt en amont dans des commissions du Grand Conseil où le Conseil d'État est invité. Par contre, il y a beaucoup d'éléments préparatoires où les gens peut-être vont tester la température, discuter sur tel sujet, voir si finalement tel sujet peut intéresser d'autres députés. Et je pense qu'elle joue un rôle important pour des discussions finalement, tout à fait, qui ne sont pas officielles, mais qui sont là pour vraiment tâter la température, mais surtout aussi pour ramener le lien humain et de convivialité qu'on connaît dans le canton de Vaud. Alors on parle beaucoup de lobbyisme, de réseau d'influence, de discussions de groupe au niveau fédéral. Est-ce que là aussi, au niveau du Grand Conseil, on a affaire à ces réseaux d'influence, ce lobbyisme, peut-être à la buvette ou en dehors ? Oui, alors je pense que quand on voit les exemples au niveau fédéral, on a ces fameux pas perdus qui sont finalement un endroit où les députés au Conseil national ou au Conseil des États rencontrent des lobbies d'une manière un petit peu plus discrète, puisque ça se fait un peu à l'écart du public. La buvette, elle est ouverte. Et si des discussions ont lieu pendant la semaine, n'importe qui pourra voir que ces discussions sont assez bon enfant. Maintenant, il est clair que pour des sujets importants, il arrive assez souvent que des députés soient contactés par des organisations avec des lettres qui décrivent pourquoi l'organisation, que ce soit un lobby ou une organisation professionnelle qui souhaite défendre tel ou tel point, c'est je trouve assez sain que les organisations concernées puissent exprimer leur avis.
Maintenant, c'est aux députés de faire la part des choses et de aussi faire l'équilibre entre finalement leurs convictions personnelles et puis finalement les arguments que les gens leur donnent par des courriers, par des emails ou bien par des articles dans la presse. Il y a 19 députés issus du district de Nyon. Est-ce qu'il y a des liens particuliers ou est-ce que l'on se fond dans la politique partisane au-delà du lieu d'origine ? Je pense que quand on traite de sujets qui concernent le district, on voit qu'effectivement les députés de notre district sont assez unis derrière leur district. C'est aussi notre district qui nous élit. Donc nous sommes naturellement assez alignés quand c'est des sujets qui concernent le district. On essaye aussi d'être, on se croise souvent dans des invitations lors d'événements du district. Par exemple, les 20 ans de région de Nyon, il y avait pas mal de députés qui étaient présents, puis c'est toujours un plaisir effectivement d'interagir avec la population. Et pour la petite histoire, il y a la cantonale de la jeunesse de Givrin qui va avoir lieu en août, et les députés du district se sont coordonnés pour être derrière un bar et pouvoir aussi servir la population et les jeunes qui seront sur place. Et c'est aussi pour moi une preuve qu'on souhaite être au contact avec les gens qui nous élisent et pas simplement dans des bureaux, dans des commissions ou parlements, on est là en contact avec les gens. C'est la politique du Chasselas. La politique du Chasselas, effectivement, une politique importante. J'ai dû apprendre un petit peu à boire un petit peu plus que ce que je buvais avant, mais je dois dire que c'est un plaisir et de toujours avoir un verre à la main, de pouvoir rencontrer des gens dans cette configuration est toujours un plaisir pour moi, c'est vrai. Alors vous avez abordé le cas de région de Nyon. Comment est vu plutôt ces régions économiques du point de vue du Grand Conseil? Est-ce qu'elles sont bien vues? Alors c'est clair que là il y a un sujet qui est souvent débattu, c'est finalement le positionnement d'une région de Nyon par rapport à l'échelon communal, l'échelon cantonal. Et c'est vrai que je pense que c'est encore un travail en devenir, de pouvoir les placer d'une manière où elles aient leurs prérogatives. J'ai moi-même été conseiller communal pendant 8 ans à Nyon, j'ai participé au conseil intercommunal de région de Nyon, donc j'ai aussi vu du fonctionnement de l'intérieur. Je pense que là où il y a vraiment un rôle, en tout cas je le sens, un rôle très fort et qui est important, c'est la mobilité. Effectivement, de pouvoir coordonner des actions entre différentes communes par rapport à une ligne de bus, de pouvoir soutenir des efforts de mobilité aussi avec nos voisins français. J'ai beaucoup interagi avec le maire de Divonne, et on a beaucoup échangé à ce sujet. Donc je pense que là, la région elle a un rôle très important à jouer. Au niveau économique, elle peut aussi jouer un rôle, mais c'est clair que là, il y a des débats de savoir si finalement la région de Nyon, quelle place elle a à ce niveau-là par rapport à des décisions de politique économique qu'on voit au niveau du Grand Conseil ou bien du Conseil d'État. Mais ce que je dois dire, c'est qu'en tant que cycliste et amateur de mobilité, même douce, je vois l'engagement de la région de Nyon dans ce domaine. J'ai participé à des journées, quasiment toute la journée, on a passé sur le vélo pour faire le tour du district organisé par la région de Nyon pour sensibiliser les gens à cette mobilité douce, et je pense que c'est des efforts extrêmement louables de la région. Alors vous le voyez parce que vous l'avez vécu de l'intérieur, mais est-ce qu'un député du Gros-de-Vaud, par exemple, voit cette région de la même façon que vous le voyez vous? Alors ça, c'est un travail qui est important. Effectivement, c'est un point important. Un travail de nos 19 députés et députées, c'est aussi de rappeler au canton que la région de la Côte fait partie du canton. Je suis un petit peu extrême en disant ça, mais on est du 022, on est déjà du côté de Genève, et je dois dire que j'ai fait un gros travail aussi pour défendre la Côte comme étant une région à part entière. On est des fois perçu d'être une région un peu riche, voilà, qui est peut-être un petit peu... Les riches du canton de Vaud. Les riches du canton de Vaud, à l'ouest du canton, proche de Genève, le 022. Et en fait, je pense que mon travail de président était aussi de montrer que non, nous sommes impliqués, nous souhaitons participer aussi à la vie politique. Et nous sommes une belle région qui se bat pour être compétitive, et je pense qu'elle a sa place dans le canton, et je pense que les gens l'ont compris. Mais c'est vrai qu'il faut chaque fois le rappeler, et je pense que c'est important pour les 19 députés de faire leur travail, de toujours rappeler l'importance que cette région fonctionne bien, non seulement pour la Côte, mais pour tout le canton. Allez, on va parler un petit peu d'avenir politique et de cette politique cantonale, avec toujours ce rapport entre la politique de milice et la politique professionnelle. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'il faut changer un peu le statut des politiciens, notamment au niveau cantonal? Oui, alors c'est un sujet assez intéressant, parce qu'au début, personnellement, je n'étais pas toujours très enthousiaste dans des propositions de suppléance, comme on voit par exemple dans le Grand Conseil valaisan,
ou dans d'autres grands conseils. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que la dynamique actuelle du Grand Conseil, elle est avec deux blocs qui sont assez proches l'un de l'autre au niveau des majorités. Et donc, on voit que parfois, c'est heureusement pas toujours le cas, mais parfois, ce sont les absences qui font pencher la balance lors des votes. Et je trouve dommage que voilà, les gens qui élisent des représentants, ils comptent sur ces représentants pour que lorsqu'il y a des votes qui sont serrés, que ces représentants soient présents. Parfois, ces représentants sont malades ou ont des obligations qui ne leur permettent pas d'être présents. Et je commence à me rendre compte que d'avoir une suppléance pourrait finalement être plus respectueux du public qui vote et qui élit ces gens, de s'assurer que finalement les majorités qui sont créées en début de législature et les rapports de force restent les mêmes et ne sont pas dépendants finalement d'une personne qui a une absence lors d'un vote important. Mais c'est aussi une façon toute politicienne de ne pas vouloir prendre part au vote final pour des personnes qui peut-être jouent un peu sur le fait des obligations professionnelles. Oui, alors je pense qu'en général, les gens vont rarement utiliser, je ne suis pas à leur place, mais je crois vraiment que, voilà... Les gens jouent le jeu. Les gens jouent le jeu, et je pense qu'il y a un vote important, ils sont conscients aussi qu'ils doivent, si possible, être présents. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. Après, ça dépend aussi du type de travail que les gens ont. Il y a certaines catégories de population ou de professions qui rendent plus difficile d'être finalement toujours présents. Mais je pense qu'il est important que les gens qui élisent les personnes du Grand Conseil puissent pouvoir compter sur elles quasiment lors de toutes les séances. J'ai moi-même participé, bien sûr, en tant que président, j'ai encore plus de contraintes, mais j'ai vraiment essayé d'être là et j'ai pu être là quasiment, enfin, j'ai pu être là à toutes les séances pendant toute l'année. Mais c'est vrai que parfois, je voyais d'un côté de l'échiquier par rapport à l'autre, je voyais des sièges vides et je me suis dit, ça va être compliqué de passer certains objets. Alors justement, est-ce que vous trouvez que le Grand Conseil reflète bien l'ensemble de la société? Est-ce que toutes les catégories sociales, les professions sont bien représentées? On a souvent l'image que seules les professions libérales peuvent prendre part au débat du Grand Conseil. Oui, alors ça, c'est effectivement une autre situation qui est importante, c'est de s'assurer que l'ensemble des Vaudoises et des Vaudois soient représentés de manière correcte au Grand Conseil. Alors c'est clair qu'il y a certaines professions, des gens qui sont en études, des gens qui sont en train de créer même leur des carrière ouvriers, professionnelle, des ouvriers qui n'ont pas nécessairement toujours l'oreille attentive de leur patron pour les laisser partir tous les mardis faire de la politique à Lausanne. Je pense qu'il faut être attentif à ce que ces personnes soient bien représentées. Et c'est plus difficile. Je pense que ouais, c'est pas facile justement d'avoir peut-être la possibilité d'être remplacé par des suppléants. Dans des cas exceptionnels, c'est effectivement envisageable, mais tel que les choses sont prévues aujourd'hui, c'est pas un remplacement qui est là juste parce que quelqu'un n'est pas disponible. C'est un remplacement qui est là pour quelqu'un qui tomberait enceinte, qui va accoucher, des gens qui sont malades sur la longue période. Donc non, je pense qu'il y a encore un problème de représentation pour certaines catégories de gens, pour lesquels c'est difficile de trouver des représentants ou des gens qui s'engagent parce qu'ils sont eux-mêmes ou elles-mêmes confrontés à des contraintes professionnelles qui ne leur permettent pas de prendre un mardi entier pour faire de la politique à Lausanne. En deux mots, quel est l'avenir de la politique cantonale vaudoise? C'est un vaste sujet. Oui, je pense que voilà, on a dans mes visites, j'ai aussi souhaité faire certaines visites volontaires auprès de différentes personnes, aussi pour aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas toujours ceux qu'on entend le plus. Et là, j'ai quand même découvert des gens qui se sentent un peu en la marge du système politique et qui n'ont pas nécessairement dans le système politique des représentants, ils ne se sentent pas reconnus. Je pense qu'on doit être prudent parce qu'on voit que, par exemple, qu'en Europe, une catégorie plus grande de la population commence à voter par rapport à des approches démagogiques parce que ces gens-là ne se reconnaissent plus ou ne se sentent plus représentés dans le système tel qu'il est actuellement en politique. En Suisse, on n'y est pas encore. Je pense que le système évolue lentement, mais on doit être vraiment attentif que dans le futur, on ne voit pas une marge croissante de la population qui se désintéresse de la politique et finalement qui va voter ou soutenir des partis qui sont plus démagogiques parce qu'ils ont compris qu'il y a des gens insatisfaits, qu'ils ont l'impression d'être lâchés par la politique actuelle. Il faut prendre les gens par la main. Il faut aller à la rencontre, il faut vraiment aller les voir, il faut aller d'une manière honnête et je dirais modeste, les écouter et essayer d'intégrer dans nos discussions aussi leurs problèmes, leurs craintes, parce que sans ça, on va perdre une partie de la population et on va voir arriver des partis qui seront beaucoup plus, je dirais, peu enclins à construire ensemble le canton de Vaud, mais plutôt à jouer un aspect démagogique qui sera plutôt destructeur.
À l'issue de la dernière séance du Grand Conseil, vous allez passer la main à votre successeur qui sera Jean-François Thuillard, député UDC du Gros-de-Vaud. Vous allez redevenir simple député ? Oui, tout à fait. Quelles sont vos ambitions politiques ? Et le s'arrête là. Le simple député, c'est aussi celui qui peut déposer des objets, faire son travail politique, ce que j'ai dû mettre un petit peu en parenthèse pendant une année. Donc je me réjouis de pouvoir travailler au niveau politique. J'ai d'ailleurs eu déjà des échanges ce week-end avec des personnes qui s'intéressaient au développement des pistes cyclables entre Rolle et Nyon. Et je serais heureux de déposer une interpellation à ce sujet dès que j'aurai terminé ma présidence pour reprendre le rôle qu'est le mien. C'est finalement le rôle de poser des questions, d'obtenir des réponses et potentiellement de proposer des solutions qui permettent aussi d'améliorer la vie des gens dans notre district. Et là encore en 2 mots sur vos ambitions politiques, elles s'arrêteront au Grand Conseil ou... Alors pour l'instant, je vais surtout reprendre mes ambitions professionnelles qui ont été aussi mises en parallèle. Mes ambitions politiques, je dirais, c'est de faire du bon travail, c'est d'être reconnu pour ce que je fais. Mon travail de président, je crois, a été bien reçu par l'ensemble de la députation. J'en suis très fier. Et j'espère que mon travail de député continuera comme ça. Après, de savoir, je serai probablement candidat pour les élections nationales dans quelques années. Ce sera aux citoyens, aux citoyennes de décider quelle sera finalement la suite à donner à mon orientation politique. Laurent Miéville, député Vert libéral et président encore pour quelques temps du Grand Conseil vaudois. Merci beaucoup d'être venu faire ce bilan de cette année de présidence. Merci beaucoup pour votre invitation. Et quant à nous, on se retrouve dès le 20 août pour la reprise de FC Politique. Mais il reste encore quelques émissions de Fais voir ta région avec Andrea Braslopo et Alexandre Caporal. Quant à moi, je vous souhaite un bel été et de belles vacances. Allez, à bientôt pour plus de politique.